Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Animé par Ludovic Gavard. Retrouvez-nous tous les mercredis. Petit souci technique, bonsoir à tous et merci d'être encore à l'écoute pour une grande émission de hand, rien que du hand pendant 1h30, place à Handé. On va commencer comme d'habitude par la LNH avec la 23e journée qui a commencé par le choc entre Montpellier et Paris, hein. Et pour nous parler de ce choc de Montpellier et forcément de son avenir international, on recevra Monsieur Mathieu Gréby qui sera avec nous dans quelques instants. Alors après la LNH, on enchaînera encore avec un bel événement à venir, un match au profit de l'association Africanidé organisé par PK1. On recevra un représentant de PK1, Stéphane Curie, pour nous parler de cette rencontre avec une belle brochette d'internationaux. Sébastien Ripstein nous fera son retour pour nous faire un point sur les autres championnats étrangers, notamment la Liga Asobal et la Bundesliga, pour voir Barcelone ou encore Kiel lutter pour le titre. Place également à la Pro D2 avec Sébastien Mongin. On jouait la dernière journée de championnat, analyse des résultats, présentation des playoffs à venir et bien sûr vous retrouverez les 7 de la semaine de Pro D2 mais aussi de la LNH. Et on remercie au passage la JPH. Et ce soir, la fine équipe est au grand complet avant de retrouver Sébastien Ripstein et Sébastien Mangin. Je suis toujours aussi content de faire cette émission avec mes deux comparses. Monsieur Benoît Perrabou, bonsoir Ben. Bonsoir à toutes et à tous. Et Monsieur Michael I. Bonsoir Mika. Bonsoir, salut tout le monde. Bon, t'as vu, hein, Michael I, c'est devenu une habitude maintenant. Exactement, par contre t'arrives toujours pas à dire Mongin. Mongin, non, mais ça moi j'ai toujours du mal. Là. Il m'a fallu un an pour dire I, alors imagine. Allez, on va passer à la LNH. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter ce soir. Mathieu Gréby va pas tarder à nous appeler. Grosse émission, on l'a dit ce soir. On va commencer par Benoît. Il y avait forcément un match à ne pas louper pour Tremblay, c'était la réception d'Ivry, un concurrent direct pour la lutte pour le maintien, et malheureusement Tremblay a flanché, Ben. Oui, complètement. On est passé complètement au travers de notre première mi-temps, alors qu'on savait que ce match était capital dans l'optique de notre maintien, et on a fini à 11-6 à la mi-temps, je crois, donc une défaillance complète offensivement. Et depuis après, voilà, une deuxième mi-temps au cœur, à la rébellion, mais on s'est un peu battu contre nous-mêmes, donc on a essayé de se rapprocher. On les a fait douter en mettant en place pas mal de défenses un peu différentes, mais malgré tout, on n'a pas su être lucide jusqu'au bout et pouvoir au moins arracher un match nul. Donc le maintien n'est pas encore acquis. Il y a quand même un homme, hein, et on le dit ça chaque semaine, qui surnage un peu. C'est encore Mathieu Drouin qui avait fait encore une belle performance. Oui, il fait partie des rares joueurs de Tremblay à être aussi régulier et constant. Voilà, c'est un peu dommageable par rapport à nos performances collectives. Donc c'est sûr qu'il arrive à surnager dans ce dans ce désastre un petit peu qui fait notre fin de saison, donc tant mieux pour lui. C'est vrai qu'on devrait s'en inspirer un peu plus. Donc faut faire vite parce qu'on a pas mal de matchs à voir. Bon, Créteil a perdu, Benoît, c'est tout bénef pour Tremblay, mais le calendrier s'annonce quand même assez compliqué. J'imagine que là c'est une situation de crise du côté de Tremblay. Est-ce que vous avez fait je sais pas, quelque chose de particulier, une réunion Oh bah oui, du classique, hein. Entraînement dimanche matin, réunion avec le président ce soir, voilà, des petites réjouissances, comme on dit, mais normal par rapport à la situation. Donc, sur un match aussi capital, être passé aussi au travers, c'était un peu normal que. On entend pas mal parler de ci et de là, de l'avenir de Stéphane Imrata. Benoît, est-ce que t'en sais plus? Absolument pas. Absolument pas. Bon, bah écoutez, on va suivre un peu l'actualité dans les prochaines semaines. On va parler. Pour revenir sur Créteil, ça m'a aussi énormément surpris ce résultat, parce que même si pour nous il est très favorable, je pensais qu'avec un match aussi important et vu notre résultat, Créteil allait montrer un tout autre visage. Et vu que Cesson ne jouait plus rien non plus.
Bon, Et non. par contre, à leur décharge, Minel ne jouait pas Oui, oui, et tout à fait. Tout à fait. Stojkovic était apparemment un peu blessé. Donc, c'est Oui, vrai que exactement, mais voilà, après, ils ont pris quand même énormément de buts. Il y a eu un Nicolas Lemon qui s'est rappelé à son bon souvenir de Créteil et qui leur a mis la misère. Donc, non, mais j'étais, on va dire, agréablement surpris d'avoir Créteil en difficulté. Et du coup, ça nous laisse encore notre destin entre les mains. Ouais, effectivement, hein, donc Créteil, vous l'avez compris, s'est incliné à domicile face à Cesson 25-31. Cesson, faut le savoir, qui ne joue plus rien. Donc voilà, c'est à noter. Ah, Oh, on m'entend? ouais, Mika, on a eu un petit souci technique, mais t'es revenu. Ah, d'accord. Non, je disais, je veux pas trop m'avancer, mais pour Tremblay, il me semble que c'est quasiment joué, hein. Il faudrait que Créteil fasse un sans faute et que vous perdiez tous vos matchs, c'est ça, non? Non, 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 il faut qu'ils fassent 2 sur 3. Parce que au goal average particulier, on est moins bon. Donc, ils ont le droit encore à un D'accord. jeu. S'ils font 2 sur 3 et que nous, on perd tout, ils sont meilleurs que nous au goal average. D'accord. Donc Ouais. à surveiller, sachant que votre calendrier est quand même assez compliqué maintenant. Voilà. Donc, Donc voilà, on va. Mais bon, il y a quand même une équipe qui s'est pratiquement sauvée, je pense. Mika, c'est Aix qui a fait une sacrée perf encore, en allant s'imposer du côté de Saint-Raphaël. Beau match. T'étais de retour en plus sur les parquets. Un bon Karabatic. Bon, moi j'avais voté pour le meilleur buteur Mikali, donc je m'enlève le maillot des All-Stars de Olivier Marou. Mais bon, c'est pas grave, Mika, je t'en veux pas. Non, non, mais j'ai pas joué la première mi-temps en fait parce que avec le beau match qu'avait fait Clément Romero contre Nantes, il était normal qu'il commence cette semaine. Donc c'est lui qui a commencé. Moi j'ai quand même été tiré en penalty en première mi-temps, mais je suis pas habitué à ce genre de situation. Donc je sortais du banc, j'étais froid, plein d'adrénaline, je tremblais, donc je rate mon penalty. Donc après c'est Vincent Viali qui s'en est chargé et qui s'en est très bien sorti. Donc j'ai mis 4 buts à l'aile en une mi-temps, donc c'est assez correct. Assez correct. Donc Aix est mathématiquement sauvé ou pas, Mika? pas du tout, non, 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 on est loin d'être sauvés, Vous êtes même égalité. si Créteil nous fait vraiment un beau cadeau en perdant contre Cesson à la maison. J'étais vraiment moi aussi très très surpris. Ils sont capables d'aller gagner à Montpellier et après ils vont perdre chez eux contre Cesson, donc c'est assez ça me rappelle incompréhensible. quelqu'un. Ouais, Rappelle Tremblay un peu ça dans les grandes voilà. heures. Pour pas les citer. Ouais. Voilà, donc c'est assez simple, hein. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que si on gagne Toulouse chez nous la semaine prochaine et que Créteil perd à Célestat, on sera maintenu. Donc on a une chance de se maintenir la semaine prochaine. Et si c'est pas le cas, ben on ira à Créteil pour aller chercher notre maintien en les battant là-bas. Et voilà, donc pareil, hein, comme Tremblay, Aix a son destin entre les mains. Donc ça c'était un peu pour les relégables. On va continuer aussi avec les équipes qui jouent un peu la régulation, comme Toulouse, et bah, qui recevait Dunkerque, hein, Dunkerque qui avait aussi l'obligation d'essayer de gagner. C'était pas évident face à Toulouse, mais ils l'ont fait les Dunkerquois, 32-37. Sans mauvais jeu de mots, Benoît, Toulouse va continuer à trembler. Ah, elle est bien celle-là. Tu vois, le jeu de Elle mots. est, elle est faite et refaite par tous les journaux depuis 10 ans. Donc. Ah, puis, ouais, Exactement. ouais, mais moi, je sais pas. Moi, j'essaye de trouver des trucs comme ça. Donc, Mais c'est bien Non, trouvé quand même. c'est c'est sûr que ça va être encore compliqué, même s'ils ont un petit matelas sur nous, par exemple, d'un point qui risque de faire quand même la différence. Mais ils ont aussi un calendrier pas des plus simples. Donc, ouais, bon, on va devoir serrer les dents encore jusqu'au bout et aller encore chercher, je pense, un point il doit leur manquer encore un point pour vraiment être sûr d'être maintenu. Donc, il y a le match à Aix qui va s'avérer compliqué. Après, ils reçoivent Paris avant de se déplacer à Cesson. Donc, ouais, oui, une situation pas des plus simples non plus pour eux. ouais, Toulouse, Mika, qui s'incline face à Dunkerque, c'est pas une réelle surprise vu le niveau affiché par les deux équipes, hein. Ouais, c'est une surprise pour Silva, apparemment, qui dans la presse avait dit que cette équipe leur réussissait plutôt bien. Donc on a vu que Toulouse avait vraiment de gros problèmes en défense, pour paraphraser une certaine gardienne dans un film très connu. Mais c'était pour des points faciles, quel but. Après en attaque, c'est vrai qu'ils
ils ont vraiment des arguments avec Fernandez toujours aussi percutant, Mikael qui est vraiment très fort, qui a Miguel Rocco, tir à travers, tir en suspension, demi-tour, un contre un. Il a fait sortir 2 fois 2 minutes. Et puis arrière droit, bon, il n'est pas transcendant, c'est un grec, c'est ça, je crois, Ouais, il me semble. Ouais, mais il est assez propre, il perd pas beaucoup de ballons. Quand il a des belles situations de shoot, il met au fond, donc c'est assez propre. Ayman Rayed aussi qui revient bien, qui revient à son meilleur niveau, donc ils ont vraiment une attaque très performante. Maintenant en défense, c'est vraiment un trou, quoi. Et dès qu'il y a une rentrée, dès que les pivots s'écartent un peu, bougent dans la défense, Pierre Soudry a trouvé des situations à l'intérieur 5 ou 6 fois où il y a personne qui vient le toucher, il tire tout seul central. Non, c'est assez dommage parce que encore une fois, je trouve que cette équipe a vraiment un bel effectif et vraiment la possibilité de faire mieux et ils ont du mal à s'en sortir dans cette ligue et c'est bien dommage parce que le projet est assez sympa. Alors, on verra l'année prochaine. Encore, je vais pas me faire des amis, hein, mais encore ce Da Silva là je trouve qui ne tire pas la quintessence de ses joueurs. C'est un peu dommage. ouais, effectivement, et Dunkerque talonne toujours Toulouse à un petit point grâce à cette belle victoire. On enchaîne vite fait Nantes-Célestat, pas trop de surprise, les Nantais s'imposent 33-23 et les Nantais permet aussi de conforter un peu cette quatrième place parce que derrière Chambéry a l'emporté un peu plus difficilement que les autres mais face à Billière donc pareil 28 à 34. Un petit mot quand même sur Nantes, Chambé, Dunkerque avant de passer à Montpellier-Paris avec Mathieu Gréby. Benoît, Mika, ça va jouer voilà, la première place, on sait, Paris est champion, mais Montpellier, Dunkerque et Nantes se tiennent en 3 points, hein, et Chambéry en 4 points. Donc ça reste, tout est jouable, Benoît. Ah oui, ça va être la lutte va être encore vraiment jusqu'au bout, on l'avait dit. Après, l'inquiétude avec Nantes, c'est la multitude des compétitions, avec son final fort qui va arriver très rapidement et ça va engendrer encore pas mal de fatigue et d'énergie sur cette compétition. Maintenant, pour avoir entendu Thierry Henry, pour lui, voilà, l'important, quoi, ce qui est le fondamental pour le club, c'est une qualification européenne, donc par n'importe quel moyen. Donc, c'est sûr que s'il y a un coup à jouer en Coupe d'Europe, ils iront jusqu'au bout, même si apparemment de gagner n'assure pas une qualification européenne. Donc, ce sera d'autant plus important de bien figurer dans le championnat et de surtout rien lâcher au niveau du championnat pour qu'ils puissent obtenir cette qualification européenne. Et on voit aussi que les autres sont toujours très ambitieux. Montpellier est toujours dans le coup pour aller chercher cette Ligue des Champions. Chambéry n'a pas dit son dernier mot. Dunkerque a un très très gros rendement aujourd'hui. Chambéry récupère ses blessés. Donc non, ça va être une belle lutte sur ces 3 dernières journées. Ouais, donc les 3 dernières journées, bien malin qui pourrait trouver le dauphin de Montpellier, le dauphin de, pardon, de Paris, Mika. Pardon, j'arrivais pas à débrancher mon micro. Ouais, non, mais le Dauphin de Paris, non, ça va être une lutte acharnée. Il y a vraiment encore des matchs décisifs pour toutes ces équipes de haut de tableau. Les confrontations directes, et je crois qu'il y en a encore quelques-unes qui vont valoir cher. Notamment Chambéry-Montpellier la semaine prochaine. Voilà, exactement. Cette semaine. C'est très agréable. Ça fait trois semaines où on se plaignait de temps en temps de voir toujours les mêmes à la télé pour le match de Canal+, mais en ce moment, on s'en plaint pas. Et toutes les semaines, il y a des matchs de très haut niveau et on prend plaisir à regarder le handball en ce moment sur Canal. J'espère que ce match Chambéry-Montpellier va aussi être agréable à regarder, même si je pense que Montpellier en ce moment est dans une vraie belle dynamique, alors que Chambéry a un petit peu plus de mal. On les a vus un peu galérer à Billière, ce qui est assez décevant quand on connaît le niveau de Billière cette année, même si à regarder les statistiques, il y a quelques joueurs, notamment Tchanchar, qui sont en train d'émerger un peu.
Maintenant, pour ma part, je pense que Montpellier va réussir à gagner cette deuxième place, même si ça me déplairait pas que Dunkerque réussisse l'exploit et soit en Ligue des Champions l'année prochaine. Il le mérite, ça fait des années qu'il travaille pour ça et ça me déplairait pas, comme je le dis, qu'il soit en Ligue des Champions. Après, Montpellier aurait peut-être plus de capacité à se sortir d'un tournoi, Gold, comment ils appellent ça, je sais plus, la Gold Card, Wild Card Ouais. de Ligue des Champions, les tournois à 4 là où Saint-Raphaël et Dunkerque se sont cassés les dents les deux années précédentes, mais pourquoi pas Paris, Dunkerque et Montpellier qui arrivent à se sortir de ce tournoi, ça ferait 3 équipes en Ligue des Champions, ce qui n'est jamais arrivé, je pense, et ça montrerait l'évolution de notre championnat, l'évolution positive et l'augmentation du niveau. Ouais, effectivement, pourquoi pas 3 équipes en Ligue des Champions. Alors, un petit mot quand même avant d'en parler un peu plus avec Mathieu Grémy, mais quand même de ce match-là, c'était un peu le choc. Paris Saint-Germain qui se déplaçait du côté de Montpellier. On parlait de passation de pouvoir, etc. Mais on a bien vu que Montpellier a effectif vraiment égal, hein. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de blessés ni à Paris ni à Montpellier. C'était vraiment du très haut niveau, Benoît, et on a vu que Montpellier pouvait vraiment tenir la dragée haute à Paris, hein. Oui, c'est vrai, mais même si je mettrais un petit bémol sur le contenu, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'engagement et l'intensité, c'était vraiment un match de très haute qualité. Par contre, au niveau de la qualité proprement dite du jeu, il y avait quand même énormément de déchets. Il y a eu des tirs ratés, peut-être aussi par des grosses performances des gardiens de but, mais sur des choses assez simples ou pas mal de fautes techniques. À un moment, il y a eu des pertes de balles de part et d'autre assez invraisemblables pour le niveau, mais on ne peut pas nier qu'il y avait une intensité énorme et une envie de jouer vers l'avant, donc ce qui a peut-être entraîné aussi toutes ces fautes techniques. Mais voilà, dans l'ensemble, même s'il y avait beaucoup d'intensité au niveau de la qualité proprement dite, il y avait quand même pas mal de choses à revoir. Alors, Mika, est-ce que toi tu t'es régalé devant ta télé? Je me suis régalé. Par contre, on parle un peu de l'arbitrage ou Ben oui, oui, ça? oui. Alors l'arbitrage, justement, on va peut-être y revenir, hein. Mais Mathieu J'ai Gréby qui a pris trouvé un rouge. ça, j'ai trouvé ça un peu limite. Alors Mathieu, forcément, le sentira peut-être pour lui. Enfin, contre lui plutôt, parce qu'en général, quand on est dans des matchs à tension comme ça, on voit souvent les erreurs en sa défaveur. Mais j'ai trouvé ça. J'ai l'impression que les sœurs Bonaventura, elles arbitrent pas vraiment en fonction des situations, mais en fonction du contexte. C'est-à-dire que fallait que Montpellier ne soit pas ridicule, fallait que ce soit un beau match. Alors parfois, on a l'impression qu'elles arbitraient le match nul. Un peu comme, enfin moi quand j'arbitre, je suis pas un bon arbitre, donc j'arbitre un peu comme ça. Je veux me mettre personne à dos, donc au final je fais une décision, après je compense, je surcompense. Et au final, les décisions, on a l'impression à chaque fois qu'elles sont un peu bizarres. Alors j'ai notamment en tête un moment où Paris pouvait vraiment prendre le large. Il y a une faute sur Samuel Rombia à l'aile devant les yeux d'une des arbitres. Il est en zone, il le touche et on siffle pas penalty. Alors là, c'était pour passer à +3. C'était un moment un peu critique. Et en fin de match, peut-être qu'il y a des angles de vue que j'ai pas vus, mais pour moi, je tire sur le poteau, ça part en touche et on redonne la balle à Montpellier. Ouais, la dernière possession et le tir de Nissam Tej, je crois, hein. Voilà, Tej a la balle en contre-attaque, il tire dans la lucarne, ça touche les deux poteaux, ça part en touche. Et Alors, elles ont dû s'y penser que ça touchait le dos de Sierra, mais j'ai essayé de regarder les ralentis enfin, j'en ai pas l'impression, je sais pas, on en a pas beaucoup parlé, donc c'est peut-être un ressenti que j'ai moi qui est complètement faux, mais Non, non, moi j'ai regardé plusieurs fois et en aucun cas il a touché la balle, le gardien. Donc, voilà, il y a eu donc une vraie erreur d'arbitrage. Eh ben justement, je pense qu'on pourra en parler avec Mathieu Gréby qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté l'invitation, Mathieu. Alors, Merci, on, depuis le temps. on arrive C'est ça a été dur surtout. mieux vaut tard que jamais. Alors Mathieu, on arrive
en fin de saison. Il reste encore 3 matchs et 3 matchs importants pour Montpellier pour la course à la Ligue des Champions. Mais là, si on devait faire un petit bilan de saison là, comme ça, est-ce qu'il serait positif ou négatif? Tout dépend de la Ligue des Champions. Tout dépend de la Ligue des Champions, effectivement. Après, faire un bilan, vu les objectifs qui étaient les nôtres au départ, ce serait compliqué de dire que c'est positif. Maintenant, on est passé par tellement de cas de figure durant cette saison, on a vécu tellement de choses que quand je vois avec l'équipe qu'on a, même si on a quand même une belle équipe, on est encore deuxième du championnat, on vient de faire match nul contre Paris. Bon, c'était pas une victoire, mais non, c'est clair qu'on est bien et j'espère qu'on va finir la saison correctement. Alors juste avant, on parlait de Paris justement de votre match et de l'arbitrage, mais on va y revenir. Mais surtout quand on voit votre calendrier, il est terrible. Là. Vous vous déplacez à Chambéry, vous vous déplacez à Tremblay qui lutte pour le maintien, et vous allez recevoir Nantes. Bah là, il faut voir du très bon Montpellier là. Oui, oui, non, c'est sûr. De toute façon, ça fait un moment déjà que la fin de championnat, la dernière ligne droite, et on a commencé et ça a été très dur. On a eu une défaite à Saint-Raphaël qui nous a enlevé un joker, puis cette défaite à domicile contre Créteil qui vraiment nous a mis dans le mal, et maintenant on n'avait plus le droit à l'erreur. Et puis il a fallu ce match contre Célestat pour repartir progressivement. Puis on a réussi à aller gagner à Chambéry pour ce match de Coupe de France qui avait été très dur. Ensuite on a gagné contre Dunkerque à l'arrache à la fin chez eux. Et là on vient de recevoir Paris. Donc oui, que des gros matchs pour cette fin de saison. Et je pense que si on arrive, et j'espère qu'on va y arriver, à gagner cette deuxième place, on pourra prendre des vacances bien méritées. On en reparle de ce match de Créteil là, parce que moi je serais en vacances si vous aviez gagné là. Ah, bah, C'est personnellement, pas j'aurais bien aimé c'est gagner, possible. hein, me faire battre chez moi, corriger comme ça. Je pense que personne de l'équipe n'a apprécié. Et si c'était à refaire, je pense que ça se passerait pas de la même façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Vous ce avez qui est fait le match fait à est fait. l'envers ou... Oui, oui, match, nous, on n'a pas fait du tout le match qu'il fallait. Et à côté de ça, Créteil, eux, ont très bien joué le coup. Ils ont été à fond, ils étaient tous surpassés. Et voilà, la chance leur a souri, mais ils ont provoqué leur chance. Et nous, derrière, on n'a pas su répondre, on a voulu répondre, mais beaucoup trop tard. Et donc, c'était difficile après, sachant aussi qu'il y avait quelques problèmes d'arbitrage aussi ce jour-là, mais bon, ça c'est indépendant de notre volonté, donc on se Ouais. concentre plus sur ce que nous on peut faire. Alors, j'ai oublié de vous présenter ma fine équipe quand même, Mathieu. Donc, la personne qui vient de parler, c'est Mickaël I de d'Aix-en-Provence. Donc voilà pourquoi il parlait un peu du match de Créteil. Et puis, Benoît Perabou. Alors, on va revenir un peu sur l'arbitrage parce que voilà, on y parlait. On revient sur le match de Paris. Alors, les médias ont annoncé un peu comme une passation de pouvoir entre l'équipe qui a dominé depuis 10 ans et l'équipe qui va peut-être dominer. Mais vous, dans quel état d'esprit vous avez débuté le match, Mathieu? Euh, Honnêtement, ça c'est des trucs pour les journalistes, la passation de pouvoir. Moi, je m'occupais pas du tout de ça. Moi, j'ai abordé ce match en me disant que surtout à l'aller, j'avais pris une correction et que j'avais encore cette défaite et le déroulement de ce match aller en travers de la gorge. Et j'avais à cœur de vouloir prendre une revanche, enfin de faire un gros match et de montrer qu'on valait mieux que ce match aller, et surtout qu'on avait besoin de ces points et qu'il fallait absolument pas qu'on perde. Bon, on n'a pas perdu effectivement, mais on perd quand même un point. Mais bon, pour le moral, c'est quand même toujours mieux de faire match nul, et c'était le plus important. C'était pas de perdre ce soir, c'était de montrer notre vrai visage face à cette équipe de Paris. Et de toute façon, elle était déjà championne, et le fait de gagner de 2 buts ou de 20 buts contre elle n'aurait rien changé au championnat. Oui, Mathieu, est-ce que Patrice est revenu justement sur ce match aller dans la préparation de match? Bien sûr, il en a parlé juste avant le match, un peu pour essayer de nous motiver, de se rappeler ce qu'on avait vécu ce jour-là, et de s'en servir pour se motiver et pour tout donner ce soir.
que c'était important, voilà, dans l'image, dans la motivation, dans les intentions, en tout cas d'être présent. Après, qu'on gagne, qu'on perde, c'était autre chose. Mais c'était surtout à ce niveau-là qu'il fallait pas se louper. Je pense qu'on avait les moyens de gagner ce match quand je vois tous les tirs ratés qu'on a eu, mais encore une fois, on se contentera du match nul pour cette fois. Alors, Mathieu, à titre personnel, vous avez joué 12 minutes, me semble-t-il, vous avez ramassé un rouge, donc voilà un peu pourquoi on parlait de l'arbitrage. Alors, forcément, nous, on voit un peu les images, mais vous, comment ça s'est passé exactement, votre rouge? Est-ce que, à vos yeux, il est justifié ou pas? J'ai joué que 12 minutes, ça, je pensais pas. Mais non, pour moi, le rouge n'est pas justifié. Ça, c'est mon avis personnel. Après, chacun a le droit d'avoir le sien. Moi non plus. Je suis pas arbitre. Mais moi, je pense pas que le rouge soit justifié. J'avais eu ni avertissement, ni 2 minutes avant. Sur l'action, j'ai pas l'intention de faire mal ou de blesser quelqu'un. Je suis en face de lui au départ. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a un accrochage, il y a une faute. Ça, je dis pas le contraire. Maintenant, sur l'action, je suis face à lui, il arrive très vite, il passe son bras sous le mien. Et en fait, c'est limite pour éviter cette faute, il aurait fallu que je l'évite, sauf que je peux pas éviter. Voilà, on fait faute de contact. Voilà, il passe son bras, il le laisse sous le mien et après, bon, il joue bien le jeu et les arbitres, voilà, s'en fait un peu avoir, je pense. Et même s'il y a faute et à la limite 2 minutes, je pense, parce qu'il y a quand même une belle faute. Moi, je pense que c'est surtout peut-être impressionnant avec la vitesse, mais voilà, il n'y avait rien qui justifiait un carton rouge. Non, puis pour aller dans ton sens, quand tu vois qu'il est passé, tu essaies quand même d'enlever le bras, donc tu l'accroches quand même au niveau de la gorge, mais tout en enlevant ton bras, et c'est pas Ouais, une voilà. faute où appuyer où tu sens, gardes le bras pour l'enfoncer. Ah ouais, non mais j'ai pas essayé de lui arracher le ballon ou ça s'est allé très vite. On sait que Samuel Enrobia est assez explosif comme garçon et c'est vrai qu'il arrive très vite et moi j'ai pas le temps et je montre pas que je vais le retenir plus que ça et donc c'est vrai que j'ai trouvé ça sévère et je dois dire que ça m'a privé d'un match que j'ai attendu longtemps pendant la saison et que ça m'a vraiment énervé sur le coup. Maintenant, ça nous a pas coûté dans le sens où on n'a pas perdu le match et je suis content que mes coéquipiers aient fait le travail derrière qu'il fallait pour aller chercher ce match nul. Et justement, en plus, c'était une période où tu étais assez en verbe et assez percutant. T'as pas eu peur que ce soit déjà un premier tournant du match? À vrai dire, sur l'action en elle-même, j'étais très énervé et j'ai mis un petit temps avant de me remettre dans le match et revenir et encourager mes coéquipiers parce que j'étais frustré et j'étais vraiment dégoûté, quoi. J'avais la sensation d'être privé de quelque chose, de pas pouvoir participer ou d'aider mes coéquipiers qui en avaient besoin. Je me sentais plutôt bien. J'avais fait un match moyen la semaine d'avant et je voulais encore plus me rattraper cette semaine. Et donc ouais, j'ai été vraiment dégoûté à ce moment-là. Alors, Après, de toute façon, je savais que je pouvais plus rien faire pour eux et j'ai juste essayé de les encourager et j'ai cru en eux jusqu'au bout. Voilà. alors, Mathieu, sur le chat, on nous demande est-ce que ça va être le carton rouge va être sujet à un rapport? Normalement non, hein, on m'en a pas parlé, donc Faut qu'elle te le de dise toute façon, si j'ai bien compris, lorsqu'on m'a donné le carton rouge, on m'a dit de suite qu'il n'y avait rien de méchant, mais que voilà, il y avait une faute, une grosse faute, et qu'il fallait donner le carton rouge, même si c'était pas méchant. Et, voilà. Et vous allez peut-être nous éclairer aussi sur un fait du match. Sur la dernière possession Montpellier-Rennes, il y a Issam Tej qui tire. On a l'impression que le ballon touche les deux poteaux, elle sort en touche, et les arbitres redonnent le ballon à Montpellier. Alors est-ce que le gardien a touché le ballon ou pas? Parce que du coup... Alors moi honnêtement, de là où je suis, j'ai pas vu le gardien toucher le ballon. Et je pense pas qu'il ait touché. Je l'ai pas vu. Et après, de la même manière que je suis pas d'accord et qu'ils ont fait peut-être une erreur d'arbitrage et pas qu'une seule,
en me donnant le carton rouge, je pense qu'à ce moment-là du match, ils font aussi l'erreur de nous rendre le ballon. Donc tant mieux pour nous, tant pis pour Paris. Oui. De la même manière que tant pis pour nous lorsque je prends le carton rouge et tant mieux pour Paris. Enfin voilà. Et tant pis pour les sœurs Bonaventura, ça fait 2 erreurs dans le même match. Alors Mathieu, donc vous avez quand même montré à tout le monde et surtout aussi peut-être d'un côté vous rassurer que vous aviez quand même le niveau pour rivaliser avec Paris. De toute façon, sur un match, moi je pense que tout est possible. On le voit, une équipe de fin de tableau qui joue sa vie contre une équipe qui va arriver un peu détendue peut faire très bien un gros match. Et ça a été le cas par exemple de Créteil qui était bien moins classé que nous et qui a fait son match au bon moment. Donc je pense que sur un match, oui, tout est possible. De toute façon, c'est du sport. Maintenant, après, la différence de niveau, c'est surtout dans la durée et c'est le plus dur. C'est le plus dur et je pense que ça va être là la plus grosse difficulté pour rivaliser avec Paris, c'est de pouvoir enchaîner les gros matchs. Enchaîner les gros matchs du début à la fin de saison. Et justement, alors comment va gérer la fin de saison pour Montpellier? On parle de Thierry Omeyer. Est-ce que c'est acté ou pas? Est-ce que s'il y a la Ligue des Champions, s'il n'y a pas la Ligue des Champions, est-ce que ça va changer quelque chose au niveau du budget? On parle aussi de Montpellier qui est un peu peut-être financièrement en peine. Et vous d'abord, est-ce que Mathieu vous serez Montpellierin l'année prochaine? Eh ben, moi, je ne sais pas tout ça. C'est-à-dire que je suis pas manager de Montpellier, Ouais, je suis j'imagine. joueur. Je m'occupe surtout d'aider au maximum l'équipe, d'apporter le maximum pour cette équipe, pour terminer la fin de saison le mieux possible. Est-ce qu'on sera en Ligue des Champions l'année prochaine? Je ne sais pas, je l'espère. C'est très très important pour le club. Et je pense que ce serait une récompense méritée au vu de la saison que l'on a fait. Et après, est-ce qu'Omeyer vient l'année prochaine? Normalement, il vient. Après, je ne sais pas ce qui peut arriver. On C'est vrai. espère qu'il viendra. Moi, je suis sous contrat pour le moment encore 2 ans. J'ai signé 3 ans. Donc là, c'était ma première année en tant que professionnel. Donc on verra bien si d'ici là ça va bouger, si d'ici là effectivement est-ce qu'on sera qualifié ou pas, je l'espère en tout cas. Ah, on l'espère aussi pour le handball français. Montpellier en Ligue des Champions, c'est toujours un plus. Prochain. Je voulais demander juste à Mathieu si voilà, on a vu vraiment un changement de stratégie au niveau du club, puisque voilà, maintenant les jeunes ont pris le pouvoir, bien encadrés par des anciens, mais on voit que le recrutement est peut-être toujours de très bonne qualité parce qu'il y a quand même des ambitions et vous êtes un club, mais on dirait que c'est quand même une stratégie un peu différente avec des joueurs de très bon niveau, mais pas d'un calibre international, on va dire. Est-ce que vous avez une communication aussi qui est faite autour de ça avec les dirigeants du club? Une communication, je sais pas. Maintenant, je pense que, et Patrice Canaille l'a dit, c'est très difficile au jour d'aujourd'hui, avec les moyens qui sont les nôtres et ceux d'une équipe comme Paris, de rivaliser au niveau financier, au niveau recrutement. C'est compliqué de recruter des joueurs d'un tel niveau. Et c'est sûr que peut-être l'année prochaine ou encore l'année d'après, ce sera difficile de rivaliser avec Paris. Et que peut-être ça va demander un peu plus de temps et qu'il nous faudra peut-être une saison ou deux pour revenir au meilleur niveau, pour continuer de s'améliorer. Et voilà, ça change un peu, effectivement. Il y a des joueurs un peu plus jeunes, mais avec de gros potentiels. À côté de ça, il reste des joueurs d'expérience et de niveau international. Je pense à Michael Guigou, je pense à William Acambré ou Thierry Omeyer qui est censé venir. Donc ce sont de très bons joueurs et je pense que ça peut faire un bon mélange tout ça. Et ça, c'est une évidence. Par contre, s'il y a toute cette équipe-là autour de Thierry Omeyer, je pense malgré tout, quand on voit l'importance du gardien de but à haut niveau, que cet amalgame, comme tu le dis très bien, peut quand même vous permettre encore de tenir votre rang, au moins pour jouer pour le titre et de bien figurer pour la Ligue des Champions. C'est une certitude. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, un gardien comme Thierry Omeyer, dans n'importe quelle équipe, il fera énormément de bien. C'est le niveau des joueurs comme Omeyer, où je pense
par exemple à Nicolas Karabatic qu'on a pu voir évoluer à Aix et Aix qui avait déjà une très belle équipe mais qui était peut-être un peu plus en difficulté depuis l'arrivée de Nico, enchaîne les grosses performances. Donc c'est clair qu'un joueur peut influencer toute une équipe, notamment un gardien qui est un poste très très important et qui impacte énormément sur le reste de l'équipe et sur les résultats. Malgré tout, le gardien est quand même beaucoup dépendant de sa défense. Bien sûr. Même En si, général, même si à Montpellier, je suis sûr que la défense sera très bonne l'année prochaine. Mais... Bien sûr, non, on n'est pas en train de se dire que Omeyer, si Omeyer vient, c'est bon, on ne prendra plus de buts. Omeyer prend des buts comme tous les gardiens, mais c'est sûr que je pense que d'avoir un gardien comme ça derrière soi, ça rassure. Et si nous, devant lui, on assure une bonne défense, ça ne peut que très bien marcher. Alors Mathieu, avant de vous remercier, on va un petit mot quand même sur l'équipe de France et après on va vous faire une petite interview décalée, hein, histoire de vous connaître un peu mieux. L'équipe de France, donc ouais, on parle aussi pareil d'une fin de génération, fin d'un cycle peut-être aussi. On a l'impression quand même que les jeunes comme vous, Mathieu, a vraiment une place à prendre dans cette équipe entre guillemets en construction, même s'il y a encore des bases solides. La fin d'un cycle peut-être. Enfin, en même temps, cette équipe, elle a tellement gagné en si peu de temps ces dernières années que c'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est difficile, comme j'ai dit, la performance dans la durée, c'est ce qui est le plus dur. Et avec le départ de certains, notamment Didier Dinard, ou encore Karaboué, des piliers de l'équipe qui partent, et il y en a d'autres qui plus tard devront partir aussi. C'est comme ça. Donc oui, peut-être il y a une place à prendre. On verra. Moi, pour l'instant, j'essaie d'être le meilleur possible en club. Si jamais on fait appel à moi, je répondrai présent en essayant d'être le meilleur possible. J'ai déjà eu la chance de faire des stages avec eux et ça m'a permis d'apprendre beaucoup et j'espère continuer et avancer avec cette équipe aussi. Eh ben écoutez, on l'espère aussi, on aura besoin pour l'équipe de France des meilleurs joueurs et je crois que vous en faites partie à votre poste, Mathieu. On va passer à une petite interview décalée, hein. C'est l'interview vie privée, vie publique. C'est juste des petites questions comme ça rapides. Est-ce que vous avez un surnom, Mathieu? J'en ai plusieurs, j'en ai plein, ça dépend des gens. Mais certains m'appellent Grébouille, certains m'appellent la Grebs, certains m'appellent Mama, enfin ça dépend des gens, certains m'appellent juste Matt, j'en ai plusieurs, quoi. Alors c'est noté, hein. Est-ce que vous avez une phobie? Une phobie. Quelle phobie je pourrais avoir? Alors la semaine dernière, notre invité nous avait dit la peur de perdre. Pas mal comme phobie ça. C'est pas peur de perdre, parce que ça voudrait dire que j'ai pas confiance en moi. Mais non, moi je pense que si j'avais une phobie, c'est la perte de mes êtres chers. Ça n'a rien à voir avec le handball, parce que je suis quelqu'un qui tient énormément à ses amis et à sa famille, et voilà. Alors est-ce que vous avez un passe-temps préféré en dehors du hand? Oui, j'aime énormément la musique, j'aime le dessin et la danse un peu. Enfin, tout ce qui est artistique, j'aime assez. Alors si vous deviez changer de pays, vous opterez pour lequel? Moi, je me verrais bien aller aux États-Unis. Aux États-Unis, forcément. Non, pour le côté, j'ai toujours aimé, voilà, ce côté américain où tout est de trop. Il y a toujours plus. Tout est plus grand, tout est plus... Et on sait que le handball... Et voilà, le côté spectacle aussi, j'aime énormément la NBA et voilà, je pense que les États-Unis. Si vous deviez être une star de cinéma? Une star de cinéma? Ouais. Will Smith. Will Smith. Donc on reste avec les Américains. Maintenant on va parler un tout petit peu plus de handball. Alors est-ce que vous avez un gris-gris, un porte-bonheur pendant vos matchs? Non, moi je suis pas très croyant à ce niveau-là et j'en ai pas. Donc avant un match vous êtes plutôt musique ou plutôt silencieux? Ah, musique. Toujours la musique. Pour moi, j'ai toujours de la musique avant les matchs.
à fond dans les oreilles. Et c'est même moi en général qui mets la musique dans le vestiaire pour l'équipe. Et c'est quel genre de musique alors? J'aime la musique en général. Maintenant, je suis très porté sur le rap américain, la funk et le reggae ou le dancehall. Alors, si vous auriez pas fait handballeur, quel autre sport auriez-vous choisi? Le basket. Le basket. Même si même si avant le handball, j'ai fait pendant longtemps de l'athlétisme, et que j'aime énormément ce sport parce que je pense que c'est la base de tous les sports. Mais au départ, je voulais faire du basket et jouer en NBA, c'était un de mes rêves et voilà, donc je pense le basket. Et pour finir, hein, c'est un peu la question intello, hein, comme on aime la présenter. Si vous deviez apporter une mesure pour améliorer le handball, ça serait laquelle? Une mesure. Voilà. Alors, on nous parle des bières avant et après le match. On nous parle un peu de tout ça. Question Non, très intellectuelle alors. Voilà. Je sais pas. Une mesure pour améliorer le handball. Ouais, peut-être que j'enlèverai un poste, comme ça ferait plus de place pour les joueurs. Je reviendrai à du 5 contre 5, comme ça il y aurait plus d'espace et ce serait plus simple à jouer. C'est les pivots qui vont être contents. Voilà. Ça, c'est ce que prêche Daniel Constantini, ça. Et un petit mot quand même, et là je crois que vous êtes en pleine période de partiel, c'est ça? C'est ça. Et comment ça se passe et vous vous orientez dans quoi comme étude, Mathieu? Alors en fait, j'ai eu mon bac S il y a un peu plus de 3 ans maintenant, la première année en 2009, et je ne savais pas trop ce que je voulais faire plus tard, au-delà du hand. Donc même si j'aime tout ce qui est artistique, comme j'ai dit, c'était compliqué d'allier ça avec le hand, donc je me suis inscrit en STAPS pour essayer d'obtenir la licence dans un premier temps, histoire d'avoir une porte de sortie ou quelque chose en tout cas en plus que le bac, même si c'est pas forcément ça que je veux faire plus tard, au moins j'aurai ça. Donc là, je suis actuellement en 3e année de STAPS et j'espère avoir ma licence à la fin de l'année. Eh ben écoutez, Eh bien, la tête et les jambes, très bien. c'est parfait. Merci Mathieu d'avoir été avec nous, c'était super sympa. Et puis n'hésitez pas à revenir. Et puis bon match contre Chambéry Merci beaucoup. et bonne fin de saison avec Montpellier. Merci beaucoup. Merci Et bien. bonne soirée et à la prochaine fois. Merci Mathieu Merci, Gréby. ciao. Voilà, c'était Mathieu Gréby avec nous. Voilà, un petit jeune futur de l'équipe de France, on l'espère tous. Alors on va reparler, on va changer, on va parler du match entre PK1 et le match que PKM organise entre une sélection d'Africanidés et Besançon, je crois, hein, Benoît, si je me trompe pas. Oui, exactement, mais voilà, je finis de gérer en off Allez, tout ça. J'invite parfait, je vais en parler avec Stéphane Curie et puis voilà, je suis avec vous. parfait, je vais en parler un peu avec Mika. Alors, j'avais entendu dire que tu serais peut-être du côté de Besançon ou pas, Mika? Non, Ah bah merde. non, je n'étais même pas au courant. J'avais entendu parler d'un All-Star à Valence, mais Moi, un c'est match, possible par contre. un match à Besançon, non, j'étais pas au courant. Alors, match de Besançon avec notamment Didier Dinard, Lucas Ballot, me semble-t-il, Ah euh, bah oui, c'est tout à fait normal que j'y ai ma place. Ibrahima Diop également, donc une sélection pour l'association Africanidés, donc on va en reparler, mais qui est un peu l'association fondée, il me semble, par Ibrahima Diop de Paris. Et contre Besançon, donc voilà, encore une belle preuve de la générosité des handballeurs. Après Olivier Marou et son handball à Valence, Mika, bah, et donc je crois qu'il y a un exploit qui doit faire aussi celui-là d'Olivier Marou, il me semble, hein, À Valence, par contre, il y a tout le monde chez Lex. ouais, et puis toi, je crois Il y que a pas mal de monde. tu devais faire opérer de l'épaule, je crois que c'est pour ça que tu n'as pas été. Du genou, ouais. Je risque Du de me genou, faire pardon. opérer la semaine après le dernier match de championnat, donc j'aurai pas la chance et la possibilité de participer à toutes ces festivités handballistiques. Donc voilà, repos forcé pour toi pour mieux revenir en forme. Donc voilà, c'est pour récolter des fonds
au profit de l'association Africanidé au Palais des Sports de Besançon le 8 juin à 20h30. Donc, alors, ce qu'on sait, il y aura Arnaud Bingo, le coéquipier de Benoît Perabou, Patrice Annonay, qu'on a reçu récemment, Didier Dinard, Ibrahim Adio, Lucas Ballot, Antonio Garza. Donc, voilà, on va tout de suite demander à Stéphane qui. Ah, c'est Paris-Besançon, en C'est fait. Paris-Besançon, voilà. On va justement recevoir tout de suite Stéphane Curie. Bonsoir Bonsoir. et merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Sans problème, avec joie. on va forcément parler de la rencontre au profit d'Africanidé, mais avant, pour les auditeurs qui vous connaissent pas, pouvez-vous nous présenter un peu les magasins PK One, justement, qui se trouvent notamment à Besançon, mais aussi on peut faire des achats en ligne, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Alors, PK1, c'est à la base un équipementier sportif qui est spécialisé uniquement dans le handball. Donc, on est dans l'esprit numéro un du handball, où, entre guillemets, des équipementiers, des distributeurs sportifs en France, puisqu'on est représenté via des commerciaux sur toute la France, et qu'on a notre maison mère à Besançon et puis un établissement secondaire à Pau. Voilà, avec bien entendu un site internet de vente en ligne. Voilà, alors pk1.fr, me semble-t-il, ouais, c'est ça. Voilà, Donc exactement. n'hésitez pas à y aller et faire des achats. Et vous êtes également présent dans le monde du hand parce que vous avez notamment le trophée des meilleurs joueurs de Pro D2 avec Hand Planet. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que en finalité, PK1, c'est pas uniquement un équipementier, c'est une philosophie. On est des passionnés, on est 17 dans la structure, pratiquement tous issus du monde du handball. Et hormis le fait que nous puissions comment dire équiper les clubs, on a mis en place aussi un certain nombre d'autres actions qui sont en partenariat avec Hand Planet, la distinction du meilleur joueur du mois, trophée Pro D2, qui va être remis d'ailleurs pour le mois d'avril, un joueur de Mulhouse. Un joueur de Mulhouse qui va faire les playoffs. On en parlera tout à l'heure avec Sébastien Mongin pour la Pro D2. Alors je vous présente un peu la fine équipe qui est avec moi et j'ai la chance de les avoir tous les lundis. Benoît Perabou de Tremblay et Michael I d'Aix-en-Provence. Et justement, Enchanté. Benoît avait une petite question à vous poser. Oui, non, mais d'ailleurs, c'était pour un peu compléter les propos de Stéphane sur leur philosophie, parce que j'ai eu la chance de pouvoir venir à l'inauguration du magasin de Besançon, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'arriver dans une grande surface avec vraiment un magasin dédié uniquement à notre sport, donc ce qui est quand même très très rare, et avec un côté super sympa, avec du traçage au sol, rappelant les lignes de la zone, des buts, enfin bref, tout un côté, vraiment une ambiance pour se retrouver au sein du handball dans tout son ensemble. Donc c'est aussi pour dire que voilà, il y a tout le côté marketing, mais aussi tout ce qu'il y a autour et toute l'envie de promouvoir notre sport, et c'est vraiment des belles initiatives, et ça fait du bien de pouvoir discuter, parce qu'on a beaucoup échangé avec des personnes autant motivées pour faire évoluer notre sport. Oui, tout à fait. Enfin, l'idée de base, elle était pour nous d'essayer d'aller au-delà de l'équipement pur. On s'est déjà mis assez souvent à la place à la place des bénévoles qui géraient tous ces clubs, à la place des professionnels aussi. Et puis après, bien, on a essayé de voir ce qu'il était possible d'amener en plus, justement pour que quand les spectateurs vont voir un match de hand, c'est comme une sortie au cinéma, quoi. Ils vont voir un spectacle, ils vont voir quelque chose. Donc là-dessus, on essaie de participer de temps en temps à tout sauf du commerce, entre guillemets. Et puis on essaie de générer, un petit peu comme ce qu'on est en train de faire avec l'association Africanidé, des matchs caritatifs et des matchs qui permettent aussi de promouvoir le handball hors de leur terre traditionnelle, que sont les grandes villes comme Paris, Montpellier, Nantes, Dunkerque, etc., puisque on a la chance d'avoir un club en D2, effectivement, mais on a, hormis l'équipe de France qui est venue il y a quelques mois, on a très peu de passages d'équipe de D1. Donc là, c'était allier l'utile à l'agréable, entre guillemets, et puis pouvoir faire
un beau match, une belle présentation de notre sport. Mika. Ouais, moi j'ai une petite question. Alors, autant que j'admire l'idée d'un magasin dédié au handball, est-ce que ce magasin fonctionne bien? Parce que le handball, quand même, c'est assez réducteur. On n'est pas encore un sport hyper fédérateur. Même si à Besançon, comme tu le disais, il y a la D2 de Besançon, il y a aussi une équipe féminine qui marche très bien. Mais est-ce que ça marche bien dans cette ville de Besançon et est-ce que c'est pas plus quelque chose qu'un concept qui marcherait à la capitale où les gens de province viendraient à la capitale justement parce que ce magasin existe? Alors c'est un concept qui sincèrement marche bien à Besançon, surtout sur une première année d'existence. On a, pour être honnête, on a nous-mêmes été un petit peu bluffés. Je pense que le fait qu'il marche bien est lié au concept. Le magasin, en fait, c'est un immense terrain de handball avec du Taraflex, du vrai jaune, comme on l'avait dans le temps, et des buts de handball qui délimitent les parties commerciales. Donc on a vraiment quelque chose de très très original. Je pense qu'on a su fédérer l'ensemble des clubs franc-comtois autour de ce magasin-là, aussi par le travail du commercial local, puisque au niveau Franche-Comté, on a beaucoup d'adeptes et on a beaucoup de clubs partenaires. Je crois qu'on a plus de 70% des clubs qui fonctionnent avec nous. Donc c'était aussi une manière de fournir quelque chose d'un peu extravagant. On s'aperçoit de temps en temps qu'on a aussi des clients qui viennent parce qu'on leur a dit qu'il y avait un magasin qui était un terrain de handball. Donc sur le fait de pouvoir exporter l'idée, bien entendu, c'est quelque chose qui fait son chemin. Depuis cette année, on s'est implanté à Paris avec un nouveau commercial qui s'appelle Guillaume Leco. Et on a la volonté d'exporter ce type de magasin-là à la capitale, effectivement, sur le fin 2014. Eh ben écoutez, ça c'est une bonne nouvelle pour nos amis parisiens. Alors revenons un peu à ce que vous allez organiser. Vous avez décidé d'organiser une sorte, entre guillemets, d'All-Star, hein, c'est un peu la mode en ce moment, mais pour une Tout à œuvre fait. caricative, un peu comme à l'image de ce que fait Olivier Marou pour le Daïr, et un petit message en même temps au passage, parce que c'est aussi un bon concept pour Africanidé. Donc pour montrer aussi que les handballeurs, et ça on n'en doutait pas, ont en grand cœur. Alors il va se dérouler du côté de Besançon, donc c'est une sélection composée, on a vu principalement de Parisiens pratiquement, mais y aura-t-il d'autres personnes? On a vu Arnaud Bingo, je crois, également, de Tremblay. Oui, alors c'est une sélection qui est composée effectivement essentiellement de Parisiens, puisque le président de l'association Africanidé, Ibrahim c'est Adjo. Ibrahim Madio. Le trésorier, c'est Ibrahim Assal. Donc on aura effectivement quelques joueurs de Tremblay. Après, de mémoire, il y a des joueurs nantais qui devraient être là et qui seront de la partie sur ce match. Et puis l'idée de base, elle était de fédérer un maximum de joueurs de LNH autour d'un projet caritatif qui est le projet d'Ibrahim Adio, qui est de développer sur Dakar une école spécialisée qui va permettre aux enfants là-bas d'allier études et handball et essayer, comme à son habitude ou avec son grand cœur, comme il dit, de pouvoir favoriser ou développer ou inciter ces jeunes à essayer d'obtenir ce que lui a pu vivre au travers de notre championnat de France. Alors, Nous on a été séduits par l'idée tout de suite, et puis on a proposé nos services en essayant justement avec comme partenaire le SBM qui s'est très sympathiquement prêté au jeu, et la mairie de Besançon de positionner un match caritatif en cette fin de championnat, puisque ça va arriver tout de suite après la fin du championnat de D1. Et puis on espère pouvoir remplir le palais des sports pour offrir quelque chose d'intéressant
d'intéressant à cette association. Alors le 8 juin à 20h30 au Palais des Sports de Besançon. Alors justement, est-ce que vous avez les prix des places peut-être Oui, tout à fait. On Le n'a pas remplissage souhaité faire déjà. quelque chose. Voilà. Pardon. Oui, on n'a pas souhaité faire quelque chose de très très onéreux puisque on a laissé toutes les places du Palais des Sports à 5 euros. Et puis on a un parterre de places avec un peu plus qualitative qu'on a mis à la vente à 8 euros. Donc l'idée c'est vraiment de remplir ce palais et puis d'arriver à à générer une grande fête. Donc il y aura des animations à la mi-temps avec des hôtesses qui vont faire des jets de maillots et des jets de ballons puisque sur ce projet-là, Hummel a décidé de participer aussi dans le cadre de leur fondation caritative. Donc ça c'est un beau coup de main aussi de leur part et puis un beau geste aussi de leur part. Ouais, effectivement, à 5 euros pour aller voir Didier Dinard ou Lucas Ballot. Faut pas s'en priver, hein, si, chers auditeurs, vous êtes du côté de Besançon. On fera un petit article, on vous donnera un peu tous les coordonnées pour vous procurer ces places. Ils sont mis en vente quand, Stéphane? Alors j'ai eu Christophe Bichot tout à l'heure, donc le président de l'ESBM, et puis elles sont mises en vente à partir de la fin de la semaine là, et il y aura 2 permanences au club de l'ESBM mercredi prochain et samedi prochain pour justement une permanence non-stop pour pouvoir acheter ces places. Eh ben, écoutez, on espère pouvoir remplir le Palais des Sports. Un petit mot quand même sur l'objet d'Africanidé. Nous présenter, je sais qu'on en avait parlé avec Ibrahim Adio qu'on l'avait reçu, mais c'est toujours bon de le rappeler. En quoi consiste exactement cette assoce, Stéphane? Alors, l'association a pour but de développer une école à Dakar. Donc, de l'équiper, que ce soit aussi bien en matériel sportif qu'en matériel informatique, puisqu'il n'y a pas très longtemps, ils ont eu le loisir de pouvoir récupérer justement des ordinateurs pour pouvoir les exporter là-bas. Et donc, d'allier en fait cours et sport pour un certain nombre de jeunes qui auront cette chance, puisque pouvoir suivre ce type d'enseignement, je pense que c'est intéressant. Et puis justement pouvoir les aider à s'imprégner de ce sport-là et éventuellement leur offrir une carrière dans les différents championnats européens, ce qui leur permettrait de se développer, de s'affirmer et d'avoir, je pense, une vie aussi trépidante que celle d'Ibrahim Adio. Benoît? Oui, c'était plus pour revenir un peu sur PK1. On vous sait très ambitieux. On sait que vous travaillez déjà avec Créteil. Oui, tout à fait. Je crois que c'est les seuls en LNH. Alors cette année, c'était les seuls en LNH. Voilà, c'était pour voir un petit peu les projections par rapport à l'avenir de PK1 sur la LNH. Ouais. Alors on a eu la chance cette année de pouvoir, justement avec Guillaume Lecaux, notre représentant parisien, de pouvoir travailler sur le dossier d'Ivry aussi, et puis de voir notre proposition acceptée. Donc on sera partenaire l'année prochaine, partenaire d'Ivry, et on attend, je vous avouerai, l'aval d'un autre club de LNH qui étudie avec grand intérêt la proposition qu'on lui a faite. Donc au niveau alors on a toujours bien entendu le SBM et Dijon qui sont repartis avec nous pour un certain nombre d'années, et on est en train là de travailler énormément aussi sur le handball féminin, parce que on a quelques gros dossiers qu'on continue à développer sur le handball masculin, et puis si on veut pas être taxé de sexisme, il va falloir qu'on essaie de s'imposer un peu plus sur le handball féminin de haut niveau, puisque dans tout ce qui est handball féminin régional ou N3, N2, N1, on est déjà très présent. Sur la D2 féminine, on commence aussi. La D1, j'espère aussi pouvoir enregistrer la signature d'un beau club de D1 féminin cette année. C'est en cours actuellement.
C'est en cours Oui. actuellement. Pour préciser un peu pour les auditeurs, qu'est-ce que vous faites exactement pour les clubs? Parce que on sait généralement que les équipementiers, ce sont des marques. Est-ce que vous vous positionnez comme équipementier? Comment ça se passe? Alors dans l'absolu, on se positionne, la première approche c'est de se positionner avec une marque en tant qu'équipementier auprès du club. Et puis ensuite c'est de pouvoir justement leur faire profiter de l'ensemble de nos connaissances du marché, mais aussi nos compétences alors sur les clubs de l'élite, c'est un accompagnement et puis une présence, puisque il faut impérativement ça. On sait que c'est des clubs non pas compliqués à gérer, mais c'est des clubs dont la gestion doit être au millimètre ou à la seconde. Et puis après, ce type de gestion-là, eh bien, on l'applique à tous nos clubs nationaux, départementaux, régionaux. Justement, tout ce savoir-faire, on leur communique aussi pour leur expliquer ou pour développer des sources de revenus complémentaires aux entrées dans les gymnases, comme les boutiques, toutes ces petites choses-là qui vont justement leur permettre d'améliorer leur quotidien et éventuellement de pouvoir se projeter sur d'autres opérations pour tout ce qui est la formation des jeunes, la formation des arbitres, etc. etc. Et Donc, pour un club de LNH, alors, quelle est la différence entre travailler directement avec l'équipementier ou passer par PK1? Ah ben alors ça c'est une politique de l'équipementier en règle générale qui préfère, dans le cas de Créteil par exemple, qui préfère travailler avec un intermédiaire que d'avoir à gérer totalement en direct le club, pour la bonne et simple raison qu'on met nous des forces vives à disposition des clubs pour leurs moindres besoins ou leur développement. Hein, on déplace aussi, on a des camions de vente itinérantes qu'on déplace directement sur les infrastructures des clubs dont on est partenaire, ce qui leur permet d'avoir, au-delà du site internet de vente en ligne qu'on a, une offre directe et concrète pour l'ensemble de leurs licenciés, ce que ne peut offrir une marque classique en direct. Alors, on rappelle quand même, c'est important. L'organisation du match contre Besançon, hein, l'ES BM et une sélection d'Africanidés composée comme ça d'Ibrahim Adio, Didier Dinard, Lucas Ballot, Arnaud Bingo, Patrice Annonay, et ça sera au Palais des Sports de Besançon le 8 juin à 20h30. Dernière petite question, elle ne vient d'un auditeur qui s'appelle Manu, qui nous demande, Stéphane, est-ce que vous acceptez toujours les dons de matériel? Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Donc, Les voilà. dons matériels, effectivement, on peut les accepter et puis on peut, comme ce qu'on a fait par le passé, les mettre à disposition des associations comme celle d'Ibrahim Adio ou autres, ce qui nous permet justement de confirmer le leitmotiv qu'on a en permanence, qui est de dire PK1 fait du hand, mais pas que. Voilà. Allez, petite question. Juste une dernière, Voilà. j'avais entendu parler de stage PK1. Est-ce que ça a mûri? Est-ce que ça va aboutir? Oui, tout à fait. C'est même déjà en place. Donc sur un site qui est dédié, qui s'appelle pk1-stage.com. Donc PK1 tout attaché. Donc ce sont des stages sportifs qu'on met en place avec, donc c'est des stages sportifs itinérants, c'est-à-dire qu'on les met en place avec, en s'appuyant sur des associations existantes, des clubs de handball existants, et puis on met toute notre logistique à disposition pour générer ce type de stage, et on partage les bénéfices de ces stages, donc entre le PK1 et puis les frais qu'on peut générer et avoir, et puis le club. Voilà. Donc sur ce type de stage, on a fait appel au service d'un entraîneur chevronné de féminin notamment, qui s'appelle Emilia Larrière, et qui nous aide à l'ensemble de la création et de la mise en place de ces stages, puisque on s'est attaché énormément à la partie technique et sportive sur ces stages-là. Puisqu'on avait vraiment l'envie que les enfants, quand ils sortent de nos stages, aient appris quelque chose
Et puis cette petite lumière au vu des progressions qui peuvent avoir fait ou qui peuvent continuer à faire avec les conseils qui leur seraient donnés par des entraîneurs chevronnés. Alors PK1 un stage à Besançon du 8 au 13 juillet pour les 13 à 17 ans et en plus pour chaque stagiaire entre guillemets une dotation textile offerte. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez retrouver les liens prochainement sur le site rtsradio.fr. Bah écoutez, merci Stéphane et puis on voudrait aussi vous remercier nous Andé et RTS pour également un partenariat qui va normalement vous pas tarder à voir le jour entre PK1 et Andé également pour qu'on puisse grandir ensemble et on tenait également à vous remercier. Bah écoutez, merci beaucoup. Effectivement, c'est un partenariat qu'on a validé il y a quelques jours et qui va nous permettre à nous aussi de participer encore à une belle aventure, à mon avis, Andé, au même titre que le partenariat qu'on a validé avec Hand Planet. Parce que je pense que tous ces médias-là sont des incontournables pour le développement de notre sport et puis pour faire comprendre aux gens effectivement que il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a le hand aussi et que c'est le plus beau des sports. Exactement, donc un petit coucou aussi à nos amis de Hand Planet. Merci Stéphane Curie d'avoir été avec nous et puis au plaisir de reprendre de vos nouvelles et de toute façon Andé sera normalement du côté de Besançon pour essayer de couvrir un peu l'événement et puis avoir les réactions d'après-match, etc. Faire une belle soirée avec vous et toute l'équipe d'Africanidé et de Besançon je rappelle la date, le 8 juin à 20h30. Voilà, merci. Tout à fait, merci à vous merci pour votre accueil. Stéphane. Merci beaucoup. Et à la prochaine, n'hésitez pas. Merci, ciao. Si. Au revoir. Voilà, c'était Stéphane Curie, donc voilà, le 8 juin à Besançon, il ne faut pas oublier, pour la bonne cause. Et on enchaîne, juste avant la Pro D2, hop, on prend Sébastien Ripstein pour nous parler vite fait de ce qui se passe à l'étranger, parce qu'on parle de LNH, on parle de Pro D2, mais voilà, que se passe-t-il du côté de l'Allemagne et du côté de l'Espagne? Et tout de suite, on a Sébastien Ripstein avec nous. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Ludo, bonsoir tout le monde. Alors Sébastien toujours avec la fine équipe, hein, Mika et Benoît, de toute façon tu es un inconditionnel, donc depuis 8 heures tu es devant ton PC. Justement on va parler un peu de ce qui se passe du côté de l'Espagne avec une domination barcelonaise, encore une fois j'ai envie de dire. Bah oui, comme tu dis, tout à fait, Barcelone qui est vraiment tout proche de réaliser ce qu'il a fait la saison dernière, c'est-à-dire finir le championnat invaincu, quoi. Là, ils sont encore à 2 journées de le faire, et là, ils viennent de sortir du Classico avec une large victoire contre Madrid. Donc, à mon avis, là, ils sont capables de faire le grand chelem en championnat, je parle. Donc, est-ce que on arrive aussi un peu comme Montpellier l'a pu le faire et peut-être comme Paris va le faire à une domination sans faille de cette équipe barcelonaise, ou alors il y a peut-être des équipes comme Madrid qui sont peut-être susceptibles d'aller un peu les titiller? Tu veux dire en championnat? Ouais. Non, non, championnat, là, c'est fini. Là, maintenant, là, Enfin, on sait que Barcelone avait plié l'affaire, quoi. Pour les années à venir, je parle, Sébastien. Pardon, excuse-moi. Pour les années à venir, on sait que Madrid, ils se veulent assez ambitieux pour la saison prochaine, puisque Dutchebaev, dont on annonçait le départ, a démenti les rumeurs dernièrement et a dit qu'il allait compter beaucoup sur certains cadres de l'équipe, qui a priori devraient continuer. On pense notamment à Canelas. On pense notamment à Guinagalde ou Kalman encore, le Suédois, qui aura donné leur accord. Après, bon, il n'a pas parlé du cas Xavier Barachem, mais a priori, ces cadres-là auraient donné leur accord. Et ensuite, ils seraient aussi capables de monter une équipe encore plus compétitive pour la saison prochaine avec des joueurs dont pour l'instant on ne sait pas trop les noms, quoi, mais c'est ce qu'il a déclaré au quotidien sportif Marca. Alors, J'ai lu ça aussi, mais est-ce qu'on a eu plus de certitude concernant les finances de ce club? Parce que ça, c'était aussi un gros point d'interrogation. Donc, j'ai lu par rapport au côté sportif, mais est-ce qu'au côté financier, il y a eu plus de certitude? À ce niveau-là, justement, ils sont assez flous sur le sujet, puisque comme tu dis justement, actuellement, on parle beaucoup de certains clubs en Espagne, dont Léon, actuellement, avec leurs soucis de dette, puisqu'ils ont fait un appel avec notamment même des joueurs du championnat de France par rapport à leurs problèmes pour payer les joueurs et leurs créances, quoi. Mais actuellement, en ce qui concerne le cas Madrid, il n'y a pas vraiment, on va dire, de points là-dessus. Ils ont été assez flous, on va dire, quant au niveau du budget. Alors, est-ce que Sébastien, tu en sais plus sur la future peut-être arrivée de Nicolas Karabatic du côté de la Liga? Disons qu'actuellement, ce qui les brouille un peu de couloir, mais bon,
vous savez tous comme moi ce que ça engendre. Ils font dire qu'a priori, on dit beaucoup que le PSG serait sur le coup de Nicolas Karabatic, mais bon, après, il a démenti, si j'ai bonne mémoire, ces rumeurs. Mais qu'a priori, il serait encore sur les tablettes de Paris et qu'il serait capable de griller la priorité à Barcelone. Mais ça, c'est dans le conditionnel, donc à prendre avec des pincettes. Donc, Voilà. en Liga, alors qui est qualifié pour la Ligue des Champions, mon ami Seb? Enfin, pour la Ligue des Champions, déjà Barcelone, C'est quoi. sûr, ouais. Barcelone, l'Atlético Madrid aussi, puisqu'ils ont de grandes chances de finir second, puisque après, on a vu notamment que des équipes comme Léon, notamment actuellement avec les soucis financiers qu'ils ont, ils sont beaucoup plus concernés par se sauver que par les résultats sportifs. D'ailleurs, pour la preuve, c'est qu'ils ont fait match nul à domicile contre Valladolid la dernière semaine, enfin la dernière journée, pardon, 22-22, donc qui est un résultat vraiment pas terrible. Et en plus, voilà, donc non, là, l'Atlético Madrid et Barcelone, c'est les deux qui auront en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors voilà, deux gros clubs du côté de la Liga, hein, que ça soit au foot et handball, comme le précise Mika en off. C'est vrai que voilà, même combat, Barcelone domine un peu tous les sports co du côté de l'Espagne. On passe du côté de l'Allemagne, on traverse le Rhin et on va du côté de Kiel, du côté d'Hambourg. Voilà, toutes ces équipes un peu Voilà. qui sont des grands d'Europe. On les retrouvera au Final Four. Et je vous rappelle aussi au passage Kiel-Hambourg, arbitré par une paire française, hein, Thierry Dens et Denis Rebel, que je salue, et on retrouvera une interview bien complète dans quelques heures. Petit message à Sabine ou demain matin. Donc voilà, allez, qu'est-ce qui se passe du côté de l'Allemagne et de la Bundesliga, mon ami? Juste une petite précision, Ludo, c'est Denis Raibel, pas Rebel. Je sais que ça va faire hérisser notamment peut-être Mika sur la prononciation, mais c'est Raibel, hein. Raibel. Je me On s'y permets. attachera alors la prochaine fois qu'on le verra. Très bien, merci beaucoup. Merci les gars, c'est gentil. Non, mais c'était sur le ton d'habitat. Non. Comment? Et puis c'est Denis, c'est pas Denis, non? Oui, c'est oui, pardon, oui. Ouais, donc redevenons sérieux. Donc au niveau de la Bundesliga, Kiel est toujours solide leader et ils ont montré encore une fois qu'ils avaient vraiment les épaules pour se succéder à eux-mêmes puisqu'ils ont gagné à Lemgo de 3 buts, 31-28, alors qu'ils étaient menés en deuxième mi-temps de 5 buts, 3 buts à la pause, et en deuxième période, ils avaient 5 buts de retard, et ils ont finalement réussi à revenir en seconde période avec Omeyer qui a été déterminant, tout comme Jisha et Vougine, les deux fers de lance, quoi, pour s'imposer de 3 buts, 31-28 à l'Emgo. Donc là, Kiel, pour moi, ils sont sûrs, presque quasiment sûrs d'être champions d'Allemagne. Alors pareil, Sébastien, est-ce qu'on voit un peu une domination toujours récurrente de Kiel, un peu comme se passe avec Barcelone ou voire Paris, est-ce que Kiel est parti également pour une longue est-ce qu'il y a des concurrents directs pour Kiel? Voilà, tout simplement. Disons que cette saison, on a vu qu'il a alterné par moments le haut et le bas, mais disons qu'ils ont alterné surtout le bas pendant une certaine période, où notamment ils ont connu une défaite à Göppingen un peu surprenante. Mais après, je veux dire, la domination de Kiel, elle s'est faite cette saison, et je pense qu'il y a peut-être certaines équipes qui, dans les années à venir, vont de nouveau la concurrencer. Mais là, avec le départ d'Omeyer et de certains cadres comme Narcisse, je pense que si Kiel ne se renouvelle pas, je pense qu'ils auront du mal. Au niveau des transferts, est-ce que En plus, juste pour compléter, on sait que Nicolas Karabatic est sur Barcelone, mais aussi sur Rhein-Neckar, qui est vraiment une bonne équipe. Et s'il va là-bas, ça pourrait changer la donne dans le championnat allemand. Oui, tout à fait, oui, c'est vrai, surtout que Rhein-Neckar était un moment sous la piste de Momir Ilic, le joueur de Kiel justement, mais bon, qui a signé à Veszprém, ça je pense que tout le monde l'a vu. Donc c'est vrai qu'ils sont effectivement aussi peut-être sur la piste de Nicolas. C'est vrai que Rhein-Neckar, c'est une équipe qui cette saison qui pour moi avait une très très belle équipe sur le papier, mais qui a été contrariée par beaucoup de blessures. On pense notamment à Uwe Gensheimer, qui a été très très longtemps blessé, qui l'est toujours. On pense notamment à Goran Stojanovic, le gardien monténégrin. Donc c'est une équipe qui a connu pas mal de pépins physiques cette saison. Ce qui explique peut-être qu'ils auraient, avec une équipe au grand complet, titillé un peu plus qu'il. alors est-ce qu'on en parle du côté de l'Allemagne de l'arrivée peut-être de Nicolas? Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est un peu près, on va dire, silence radio à ce niveau-là. Les grands sites allemands, que ce soit handballworld.com ou d'autres, n'en parlent pas de trop, quoi. Il était question à un moment de l'arrivée de Nicolas Karabatic possible à Kiel, mais qui avait été démenti par un communiqué par le club à l'époque. Mais Et sinon, rien de très alléchant à se mettre sous la dent. donc question renfort, est-ce qu'il y a des grands noms du côté de Kiel, d'Hambourg d'annoncer pour la saison prochaine?
Bah déjà pardon, au niveau de Kiel, déjà pour l'instant, on sait que il y aura a priori, si je me suis pas trompé, il y aura Johan Jostrand, pardon, qui devrait venir. Ça c'est le gardien suédois, puisque on sait que Thierry Omeyer va donc partir sur Montpellier. Après, on sait encore qu'ils sont sur la piste de deux, trois autres joueurs, mais a priori, pour l'instant, on n'en sait pas plus, on va dire. Et pour remplacer Daniel Narcisse? Pour remplacer Daniel Narcisse, ben non, a priori non. Là, j'ai pas trouvé personnellement d'infos là-dessus, quoi. Peut-être que Et, j'ai mal cherché, mais j'ai pas trouvé trop. Moi, j'ai rien entendu de mon côté. eh ben écoute Sébastien, ça a été un point complet quand même sur les deux principaux championnats. Un petit mot peut-être avant que Sébastien Mongin n'arrive sur les autres équipes qu'on a l'habitude de voir en Ligue des Champions. J'imagine qu'ils sont en tête de leur championnat assez facilement. Bah, pour l'instant, ils ont actuellement le vent en poupe et actuellement ils sont vraiment dans une grande forme et là ils sont vraiment on va dire à deux doigts de finir champion. Bon après dans les championnats de l'Est, on sait que ça joue le vainqueur joue contre le second sur 3 manches quoi sèches. Donc après à voir quoi, tout peut se passer. On pense notamment à Szeged qui avait battu à l'époque Veszprém au tir au but. Mais on va dire que Kiel dans son championnat domine et ils ont grande chance de finir champion. Eh ben écoute Sébastien, j'espère qu'on aura le plaisir de te voir aussi au niveau du Final Four à Cologne. On serait ravis que tu puisses y aller pour nous couvrir un peu cette belle épreuve qui se déroulera très bientôt, hein. Et je le rappelle avec 5 Français. Il faut pas oublier le petit jeune du côté d'Hambourg. Eh ben écoute Sébastien, je te remercie. Et puis nous on va enchaîner avec la Pro D2 et à lundi prochain pour une autre petite rubrique un peu du handball étranger. Avec plaisir. Merci Sébastien et au plaisir et puis à lundi prochain pour une nouvelle rubrique. Très bien, merci à vous. Bonsoir tout le monde. Merci à toi pour toutes ces infos. Voilà, Sébastien Ripstein était avec nous. Voilà, c'est un peu la touche alsacienne qui nous manquait quand même à cette émission, hein. C'est très plaisant en tout cas. Je n'étais pas fan de l'accent, mais là je trouve qu'il c'est particulièrement, je sais pas, c'est sympa, j'aime bien. Voilà, on avait un sudiste Complet. avec Ouais, c'est très très bien. on avait un sudiste avec Mika, on avait un parisien avec Benoît, un normand avec moi, un alsacien. Non, non, je suis pas parisien. Parisien. Je suis pas parisien. Parisien à David, ouais, enfin bon, pas d'origine, oui, forcément. Eh ben écoutez, c'est peut-être l'heure de Sébastien Mangin. Est-il là, mon ami Benoît? Est-ce que tu l'as vu quelque part traîner dans le coin? Je l'ai prévenu qu'on allait l'inviter incessamment sous peu après notre ami alsacien, mais il ne m'a point répondu, donc je pense qu'il doit. Bon, il va pas tarder, donc voilà. Il va arriver à 21h30, lui, hein, c'est un nouvel horaire. C'est un nouvel horaire, il sait Il fait une émission tout seul sur la Pro D2. Donc ouais, un petit mot quand même sur Kiel, Barcelone, c'est des valeurs sûres quand même au niveau européen, toujours qualifiés pour les Final Four. Est-ce qu'on a la chance, nous, en France, de voir peut-être une équipe, on pense beaucoup à Paris, mais en sont-ils capables de se hisser aussi avec un tel niveau de régularité? Alors soit l'année dernière, Barcelone n'était pas au Final Four, mais c'était un petit accro quand même. Benoît, est-ce qu'on aura la chance de voir Paris avec autant de régularité comme ça que les autres? Avec les moyens qu'ils ont, j'en doute pas. Par contre, voilà, il y a quelques chantiers qui doivent prendre à bras le corps, comme le chantier défensif, parce que la perte de Didier Dinard va être un gros manque, surtout au niveau européen, peut-être pas au niveau national, parce que je pense qu'Ibrahim Dio a démontré qu'il pouvait être vraiment un très très bon défenseur. Mais sur un niveau européen, je pense que un joueur calibre international est vraiment indispensable pour cette équipe. Et aussi à court terme, même avec tout le respect que je dois à Patrice Annonay, encore un gardien de niveau international pour pouvoir justement rivaliser avec toutes ces grosses équipes. Mais sinon, sur l'ossature qui est déjà mis en place, il y a de grandes chances pour que cette équipe puisse avoir une longévité si les moyens continuent à arriver pendant un certain nombre d'années. Alors un petit tweet qui vient de nous arriver, c'est Michael Robin, le gardien de Paris, qui nous demandait de faire rapper Mathieu Gréby parce qu'il est super doué, mais voilà, il est parti, c'est un peu trop tard, Michael, si tu nous écoutes, donc ça sera pour une prochaine fois. Allez, je crois que Mathieu est parti, donc ça c'est sûr, mais Sébastien nous a rejoint, Sébastien Mangin, bonsoir.
Bonsoir à tous. Alors Sébastien, c'était un peu une journée qui comptait pour du beurre, j'ai envie de dire. C'était la dernière journée, mais on va quand même en parler avant de parler peut-être des playoffs qui vont arriver et puis forcément des sets que tout le monde attend. Donc une journée où Chartres a été tenu en échec. Ouais, ouais, on a été perdre à Besançon, qui était maintenu. Donc nous, il y avait encore, disons mathématiquement, un intérêt pour cette rencontre. C'était de finir quatrième en cas de victoire et de défaite de Massy à Angers, ce qui a été le cas. Donc Angers a battu Massy. Bon après, nous, on était aussi partis dans l'optique de pas jeter toutes nos forces dans la bataille, dans la mesure où on enchaînait un match le mercredi, ce qui pour des joueurs de LNH et notamment ceux qui participent aux joutes européennes, c'est assez fréquent, mais bon, en Pro D2, c'est quand même assez rare d'enchaîner des matchs tous les 3 jours. Donc pour l'organisme et puis pour l'organisation de l'équipe, tout ça, voilà, on est parti avec bien sûr l'objectif d'essayer de gagner, hein, mais sans perdre de vue que le match le plus important était celui de mercredi contre Mulhouse. Alors juste avant de continuer, on va remercier Mika qui nous quitte pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine et encore un match important pour Aix. Mika, merci d'avoir été là et passe une excellente soirée. Vous de même. À plus tard. À Ciao, plus ciao. tard. Merci, Ciao. merci Mika. Ciao. Voilà. Donc on disait oui, Chartres, Chartres se concentre comme tu l'as dit sur les playoffs. On en reparlera. Alors j'avoue que je vais te laisser juste continuer le prochain match parce que tout vient de s'éteindre sur mon PC. Donc D'accord. Donc bon, il y avait un match qui était vraiment sans enjeu, si ce n'est pour les places d'honneur. Donc le match Nancy-Valence. Donc Nancy qui a perdu dans sa salle 24-30. Une première période où Nancy, qui était quand même privé de quatre de ses cadres, Jedrzejewski, Poto, Kratovic et Lepinou, ont eu du mal. Et Valence, qui menait à la pause de 3 buts. En deuxième période, Valence qui sanctionne les Nancéens qui s'étaient finalement et qui se sont usés en deuxième période pour essayer de remonter. Encore une grosse performance, enfin une bonne performance de Valence, qui au final va finir huitième alors que l'objectif du club était donc le maintien. Ils finissent à un point de Ponto. Enfin, c'est une enfin, pour moi, je trouve une super performance pour les hommes de Davidovic. Puis Nancy qui finit 11e avec une saison quand même assez chaotique. Le maintien qui a été obtenu sur la fin et c'était pas les objectifs du club en début de saison. Donc du coup, une saison à oublier pour Nancy et qui repartira sur de nouvelles bases la saison prochaine. bon, il y avait quand même un petit choc, qui peut-être avant cette journée aurait eu plus d'impact sur le classement, mais c'était Dijon-Vernon. Et Dijon l'a emporté assez facilement face à Vernon qui a dû lâcher et baisser un peu les bras, 35-25. Ouais, première période avec des débuts difficiles de Dijon, du coup temps mort de Denis Latou qui rebooste un petit peu son équipe. Ça fonctionne puisqu'il bascule 19-14 à la pause. Une deuxième période, Dijon prend le large et déroule sur ce match qui était sans enjeu, dans la mesure où Dijon était sûr de rester troisième puisqu'ils n'ont pas poussé leur appel au comité olympique et Vernon qui était assuré de finir sixième. Donc c'était un match vraiment de préparation pour Dijon en vue des playoffs. Et Vernon qui était venu tranquillement finir sa saison et qui finit au pied des playoffs, alors que l'année dernière, ils avaient obtenu la 5e place juste à la dernière journée. Ouais, effectivement, hein, ça doit être rageant d'être au pied du podium. Mais bon, tant mieux pour nous et tant mieux pour Chartres surtout. Pareil, une autre affiche, hein, Mulhouse-Nîmes. Et là, encore une belle victoire de Nîmes, qui lâche rien. Ouais, une première mi-temps à sens unique pour les crocodiles nîmois qui mènent 17-11 à la pause. Deuxième mi-temps, Mulhouse qui a essayé d'accélérer un petit peu, mais qui ont été notamment stoppés dans leur remontée par Mansuy-Fèvre, le deuxième gardien derrière Yacine Idrissi, qui a fait le show et qui a notamment stoppé 3 pénaltys, 2 tirs à 6 mètres. Et du coup, Nîmes gagne ce match qui était sans enjeu, si ce n'est ce qu'on avait un petit peu rappelé la semaine dernière. C'est que du coup, en gagnant ce match, Nîmes devient le leader de Pro D2 qui aura ramené le plus de points depuis le passage à 14. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont fait une belle saison quand on sait la saison sérieuse qui avait été faite déjà par Aix l'année précédente.
Et Mulhouse qui va en play-off, qui était sûr de finir deuxième aussi, et qui a tranquillement préparé son match contre Chartres en préservant un petit peu ses forces vives, puisque Boileau n'a pas joué la deuxième mi-temps et Martin aussi, donc suite à un choc à l'épaule pour Martin, mais qui finalement pourra tenir sa place, Boileau aussi, et qui avait économisé son arrière-gauche Cédric Chauvin. Donc ils se présenteront à Chartres avec un groupe au complet. Et saison vraiment cauchemardesque, pardon, et à oublier pour Istres, hein, qui s'incline encore du côté de Ponton-Combo, 40-37. Ouais, match d'attaque pour les places d'honneur. C'est vrai. Ponto finalement qui a assuré son objectif grâce à cette victoire puisqu'il finit septième, ce qui avait été annoncé par William Holder et les dirigeants de Ponto. Par contre, Istres, l'objectif était de remonter. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que l'objectif n'a pas été rempli, puisque comme tu le disais, après une saison cauchemardesque, ils finissent en TP-nultième et seulement un point d'avance sur le premier relégable. Donc saison vraiment difficile. On le rappelait un petit peu la semaine dernière, là, je pense la blessure de Bastien Sismondo, au-delà de ses qualités de joueur intrinsèques, a beaucoup pesé puisque il avait quand même la responsabilité un peu de ce groupe jeune, et puis lui partant, tout le liant de cette équipe est parti en même temps. Ils avaient fait le choix aussi de recruter pas mal d'étrangers, donc du coup qui se sont un petit peu isolés, et donc Bastien qui faisait un petit peu le tampon entre les différentes générations, et puis son impact sur le jeu bien sûr. Je pense que tout ça a fait que Istres a fait une mauvaise saison, mais là il est revenu tranquillement pour aider son club à se maintenir. Il n'a pas joué ce dernier match, je pense, pour se préserver, parce que c'était déjà un petit peu tôt pour une reprise. Et puis la saison prochaine, on va le retrouver, et du coup, je pense que Istres marchera mieux. Eh on l'espère pour Istres. Il y avait un choc aussi, c'est un petit choc entre les deux équipes qui malheureusement vont être reléguées en national. C'était Gonfreville face à Saumur, et victoire de Saumur. Ouais, Saumur est venu avec 7 joueurs de champ pour garder sa place d'avant-dernier et ne pas finir lanterne rouge. Donc seulement une rotation sur le terrain. Gonfreville devait l'emporter de 10 buts, mais au regard de la première période 15-14, cela s'annonçait compliqué pour la deuxième mi-temps. Et puis au final, les Normands, à force d'imaginer creuser un écart conséquent, ils en ont oublié l'essentiel, qui était de gagner pour leur dernier match à domicile. Du coup, l'objectif début de saison de Gonfreville, qui était le maintien, il n'est pas rempli. Ils finissent lanterne rouge. Et l'objectif de Saumur, qui était aussi le maintien après une belle saison l'année dernière, ils avaient fini 6e. Mais ils ont eu une intersaison compliquée, avec pas mal de joueurs qui sont partis, un groupe renouvelé, une masse salariale à la baisse. Et du coup, ils finissent 13e et joueront en N1 l'année prochaine. Et le dernier match, c'était Massy qui se déplaçait du côté de Angers, et victoire d'Angers 26-25. Ouais, Angers qui se devait notamment de réagir, puisque pour eux la saison était terminée. Ils jouaient pour les places d'honneur. Ils se devaient de réagir puisque les 2 derniers matchs à domicile, ils avaient été défaits contre Mulhouse et Ponto-Combo. Donc je pense qu'ils avaient à cœur de répondre présent devant leur public, les bénévoles qui étaient venus quand même présents, 1500 personnes à la salle Jean-Bouin. Donc première mi-temps rondement menée par Angers, 13-9. Deuxième période plus serrée, et Angers qui l'emporte au final grâce à un but dans les dernières secondes de Eudarik. Massy qui était venu assurer sa 4e place, mais qui finit la saison un petit peu difficilement après cette défaite à domicile contre Gonfreville. Bon, ceci dit, vu l'objectif de début de saison qui était le maintien suite à leur repêchage de dernière minute, on peut dire que Massy a déjà réussi sa saison, puisqu'ils finissent 4e et disputeront les playoffs contre Dijon. Angers qui termine à la 9e place. Et c'est quand même une déception, puisque devant eux, on retrouve Valence qui est un promu. C'était pas les objectifs annoncés en début de saison par les hommes de David Penaud et son staff. Alors, on sait les deux relégués, mais est-ce qu'on sait les deux équipes qui vont devenir de jouer en Pro D2 la semaine prochaine? Je crois qu'il y a Bordeaux et Villeurbanne. C'est ça. Si je me trompe pas, d'accord. C'est ça. Donc voilà, on aura le plaisir de les retrouver dans tes analyses la semaine prochaine. Un petit point quand même sur les playoffs. Est-ce que tu as la date et les équipes qui vont se rencontrer? Oui, alors ce mercredi, on commencera par Chartres, Mulhouse. Ainsi que de l'autre côté, on aura donc Massy, Dijon. Donc, comme on le disait en début de saison, les équipes qui sont le mieux classées ont l'avantage de recevoir au match retour. Et donc, samedi, on aura le match retour, donc Mulhouse, Chartres et Dijon, Massy.
Donc deux belles confrontations contre des équipes qui ont fait quand même une belle saison. Et on rappelle quand même que Nîmes accède directement à la LNH, en lieu et place, j'ai envie de dire, de Billère, puisque on connaît déjà la première équipe qui le remplacera en Pro D2. Un petit peu comme en LNH, du coup, avec ces playoffs, on ne sait pas encore quelle sera l'équipe qui descendra en Pro D2. Et puis, ouais, exactement. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, les 7 de la JPH et de la Pro D2 et de la LNH, mon petit Sébastien. Alors, la Ah, Pro j'ai du D2, mal, moi, ce on soir. commence avec Alexis Jalamion qui enchaîne les bonnes performances sur cette fin de saison. Ça doit être un des joueurs qui doit pas forcément être satisfait de la fin de saison. On sait qu'il a été blessé, il me semble, au mois de février à la cuisse. Du coup, il a dû emmagasiner assez d'énergie pour finir cette saison en trombe. Il met 7 buts, notamment 4 passes décisives. C'est assez rare pour le signaler sur les postes d'ailier. Sur le poste d'arrière gauche, lui aussi enchaîne les bonnes performances. Roby de Valence qui valide la victoire de son équipe à Nancy. Sur le poste de demi-centre, c'est un jeune qui est né en 91, le jeune demi-centre de Gonfreville, qui finit aussi la saison de bien belle manière, donc Carbon. Voilà. Sur le poste d'arrière droit, Josip Ilić de Nancy, qui n'a pu empêcher la défaite de son équipe face à Valence, qui fait 8 sur 12. Au poste de pivot, Marc Politi, qui était auparavant attaché aux tâches défensives et qui, depuis, maintenant montre tout son talent en attaque, 7 sur 9. Sur le poste d'ailier droit, c'est Petiot. Alors, c'est pas l'ailier droit titulaire de Dijon, mais il me semble que Simon Parent a été blessé et donc, du coup, il était sur la feuille, mais il a été ménagé pour le match de ce week-end contre Vernon. Et donc, c'est Martin Petiot qui a mis 10 buts sur le poste d'ailier droit. Et enfin, dans la cage, pour sa dernière, j'y ai assisté puisqu'on y était avec Chartres, Brice Rilos, qui fait 20 arrêts, le gardien de Besançon, qui quitte le club en fin de saison. Pour aller, on sait, non? Il n'a pas de destination pour l'instant, il n'a pas été reconduit par la présidence de Besançon. Bon, bah écoutez, affaire à suivre. Et pour la LNH? Pour la LNH, donc sur l'aile gauche, j'ai envie de dire, un peu comme d'habitude, Valero Rivera, mais finalement un petit 6 sur 6, il nous a habitués à plus que ça, mais en tous les cas un sans faute. Sur le poste d'arrière gauche, Nicolas Karabatic, 8 buts. Sur le poste de demi-centre, Nagy, le Hongrois de Dunkerque, qui revient bien en forme. D'ailleurs, je tiens à signaler toute l'intelligence du coach Patrick Casal, qui a toujours la bonne idée de relancer les joueurs qui sont un petit peu en difficulté. Et notamment, là, il l'a fait avec Nagy et il l'a fait avec brio, puisque Nagy, du coup, a mis 8 buts. Sur le poste d'arrière droit, c'est Marco Panic, l'arrière droit de Chambéry, qui réalise 8 sur 10. Au poste de pivot, Mathieu Lanfranchi de Cesson avec 7 buts. Et à l'aile droite, encore un Chambérien, Cédric Paty, qui a inscrit 10 buts. Voilà. Et au poste de gardien de but, pardon, c'était compliqué. Il y avait pas mal de bonnes performances lors de cette journée. Mais Sierra, quand même, a fait 20 arrêts. Et je trouve qu'il a fait vraiment une super partie. J'ai pu le suivre à la télévision. Donc voilà. Meilleur gardien de la semaine, LNH. Alors, est-ce que la LNH, la JPH va faire aussi un peu le set de l'année ou pas Oui, il y aura sûrement, voilà, au regard des différents sets qu'il y a eu, une équipe de l'année, mais après, la JPH participe aussi à la nuit du hand avec l'attribution des joueurs, des meilleurs joueurs par poste. Donc voilà. Donc voilà, affaire à suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour un point sur les playoffs. Ouais, tout à fait. Donc il y aura un point sur ces 4 rencontres du coup, puisque nous on se revoit lundi prochain et qu'entre-temps il y aura eu déjà les matchs aller-retour. Et lundi, donc on pourra déjà vous donner, mais si vous regardez sur internet, vous le verrez, la finale de playoff qui se disputera aussi en match aller-retour le mercredi et le samedi de la semaine prochaine. En espérant, pourquoi pas, et on l'espère tous ici, voir Chartres du côté de la finale. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Seb. Ouais, voilà, comme je disais, on reçoit Mulhouse. En fin de saison, au vu du classement, le classement indique quand même la valeur des équipes. Et entre Mulhouse et nous, à l'heure actuelle, il y a 8 points d'écart. Donc, c'est à l'heure actuelle, Mulhouse est meilleur que nous. Et il va falloir faire preuve
beaucoup de rigueur et d'abnégation pour essayer d'accrocher cette place en finale. Alors, comment vous y allez, dans quelle optique? Parce que l'objectif c'était les playoffs, c'est fait. Vous y allez sans pression, vraiment relâché, et c'est que du bonus? Ouais, enfin, ça c'est un petit peu ce qu'on s'est dit quand on a accédé aux playoffs. Après, bah, là, la pression est en train de monter petit à petit. Une fois le match de Besançon joué, on s'est tous plongé un petit peu dans cette préparation. Et puis, Chartres monte petit à petit aussi avec l'arrivée des playoffs, la billetterie, les places à vendre, les gens qu'on croise dans la rue qui commencent à nous encourager déjà pour ce match. Donc, même si l'objectif de début de saison était les playoffs, et je veux dire, on est tous des compétiteurs, on n'a bien évidemment pas envie de perdre ces deux matchs, cette double confrontation, et on a envie d'aller plus loin. Donc la pression, elle monte forcément. Ça fait penser un petit peu à des matchs de Coupe d'Europe où c'est une rencontre finalement qui se joue sur 2 heures, et il faut rien lâcher puisque à tout moment on peut rattraper le retard sur le match retour. Donc là, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que même il y a moins de pression que sur la saison, l'idée de jouer devant notre public, il y aura forcément une pression qui sera positive, mais il y aura forcément une pression. Ouais. Alors, écoute, moi je lance un petit appel, hein, si vous êtes qualifié pour la finale. On voudrait bien avoir le président de Chartres. Je sais qu'il nous écoute assidûment tous les lundis. Il nous réécoute par podcast. Donc voilà, président, en espérant voir Chartres en finale. Juste une petite rectification, puisque j'ai la chance d'avoir des personnes qui m'aident par texto. Il semblerait, c'est pas sûr, il semblerait que la finale de play-off, la finale retour, se joue le dimanche, vu que le samedi, il y a les finalités de Coupe de France à Bercy. Voilà. Exact. Bah, merci à cette personne Voilà. par texto qui nous écoute. Alors merci Ben. Et ben écoute, voilà, on va finir par cette bonne note. On va remercier Mika qui est déjà parti, mais Benoît Perabou, pareil, match important, match compliqué, mais match important pour Tremblay, pour un peu souffler dans le championnat et dans cette saison qui a été très compliquée quand même du côté de Tremblay, hein. Oui, un match difficile compte tenu de la forme actuelle de Dunkerque, à Dunkerque en plus. Donc, vu l'état la situation actuelle, il va falloir aller chercher une performance dans ces 3 derniers matchs. Donc, pourquoi pas la faire dès ce jeudi. Mais on se dit que s'il y a bien une équipe qui est capable de faire de perdre contre Ivry et gagner contre Dunkerque, bah c'est Tremblay, Benoît. Donc on te le souhaite également pour enfin enlever tout ce poids sur les épaules des joueurs et de l'encadrement de Tremblay. Merci Benoît, et puis on se dit à la semaine prochaine. Très bien, oui. Ciao. Et puis Sébastien, merci d'avoir été encore avec nous. Et puis on se retrouve pareil, hein, la semaine prochaine, en espérant avoir ton président, ce qui voudrait dire que tu es en finale. Ouais. Si on pouvait l'avoir sur les 2 lundis, c'est-à-dire en finale et puis en accession, ça serait encore mieux. Ça serait génial, mais nous, on serait obligé de trouver un autre spécialiste de Pro D2, fais chier. Non, bah tu resteras quand même notre spécialiste de Pro D2, arrête tes conneries. Merci, merci Sébastien d'avoir été avec nous, et crois-moi, sur le chat, il y a encore ce fameux Manup. Hein, Benoît, maintenant tu sais qui c'est, qui nous écoute et qui vous fait... Exactement, et qui a beaucoup apprécié le chat et l'émission, et qui m'a vivement encouragé. Donc c'est toujours des messages de soutien très intéressants et qui font toujours du bien quand on travaille comme ça sur des projets. Donc je le remercie. Donc voilà, qui connaît aussi très bien Seb Mongin, voilà. C'est le président de l'association donc de Tremblay, puisque le club est divisé maintenant en 2 entre la société qui constitue l'équipe première et l'association qui regroupe l'équipe 2 et toutes les catégories de jeunes. Donc c'est le président de l'association de Tremblay en France. Et merci de nous écouter. Salue. Merci de nous écouter. Moi aussi. Et puis Salut Manu. Salut Manu. Salut Manu, et puis c'est quand tu veux, hein, voilà, on se boit une petite bière, et puis voilà, comme on fait tous les soirs. C'est ce que Sabine a mis sur le chat. Allez, il est temps de couper parce qu'on va partir dans des délires encore. À la semaine prochaine, encore avec la LNH, la Pro D2, la rubrique de Sébastien Ribchen, de Sébastien Mangin, avec Michael Hilès et Benoît Perabou. Allez, bonne soirée. Pas sûr de bosser, c'est la Pentecôte.
Ah oui, c'est vrai, lundi c'est la Pentecôte, mais bon, on est obligé, il y a la LNH. Et il y a la Pro D2 Bien surtout. sûr. Exact, mais vous serez toujours fidèles au rendez-vous, chers auditeurs. Allez, ciao ciao.